deux choses bien précises. D'une part, nous allons parler déjà de Yaoundé, mais d'une part, dans Yaoundé, nous allons parler de la réunion que Atangandi a eu avec les gouverneurs. Là, c'est d'une part. Et d'autre part, nous allons parler des conséquences sociales d'une telle réunion. Et je disais que c'est une réunion qui n'a pas eu une couverture médiatique extraordinaire parce que je pense que notre pays ne maîtrise pas tellement les enjeux des batailles dans lesquelles il est pris et même des canevas dans lesquels il est coincé. Et donc, c'est pourquoi l'analyse est importante de ce point de vue parce que ce sont des canevas militaires. La base de ce dont je vais parler, c'est Waterloo. C'est Waterloo. Parce que le discours de Atangandi a eu comme thème Waterloo. Pour toute personne qui a fait les études européennes, Waterloo est significatif parce que Waterloo, c'est l'endroit où l'empereur français Napoléon, l'empereur qui dominait alors l'Europe, a été vaincu par l'Angleterre. Donc, c'est vraiment le cœur de la bataille entre la France et puis l'Angleterre. Or, vous savez que le Cameroun est pris entre justement ces batailles-là. D'une part les anglophones, d'autre part les francophones. Donc, le choix de Waterloo prouve tout simplement soit l'inculture totale d'Atangandi qui a tenu ce discours-là, mais aussi ça démontre le fait que en sous-bassement du conflit que nous vivons, nous avons les anciennes histoires coloniales, n'est-ce pas, qui apparaissent dans la périphérie camerounaise comme étant vivaces, bien qu'elles aient perdu leur signification en Europe. Cependant, pour nous, c'est très important d'écouter le discours d'Atangandi parce que il dit un certain nombre de choses qui sont essentielles et qui définissent tactiquement la manière de penser de ceux qui sont au pouvoir. Atangandi, c'est un anglophone lui-même, comme on sait, mais c'est un anglophone le plus hawkish, des plus guerriers, c'est-à-dire celui qui est là à la tête pensante du génocide. C'est-à-dire qu'il est vraiment celui qui se retourne entièrement contre ses frères pour démontrer donc au boulot qu'il est des leurs. Donc, il en fait trop. Et donc, c'est pourquoi son discours est d'une importance parce qu'il verbalise évidemment ce qu'aucun boulot n'aurait bien pu dire aussi clairement. Il le dit brutalement. Écoutons un peu ce qu'il dit. Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet des 10 départements de la région du Centre, les responsables des services de sécurité et de défense, les sous-préfets des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Je vous ai convié à cette importante réunion pour évaluer la situation de sécurité qui prévaut dans la région du Centre. C'est une réunion qui se tient sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées, et qui demande aux autorités administratives et aux responsables des forces de maintien de l'ordre d'anticiper sur toutes les menaces susceptibles de perturber l'ordre public ou le bon fonctionnement des institutions républicaines. Je vais un peu m'arrêter ici pour dire certaines phrases qui sont importantes. La première, c'est une réunion qui se tient sous haute instruction de Paul Biya. Donc, nous savons très bien que Paul Biya, en fait, au Cameroun, il ne fait pas des instructions écrites. Et c'est essentiel de le souligner. Il fait des instructions verbales. C'est-à-dire que c'est un président qui parle par téléphone et donc qui ne prend pas les conséquences des actes criminels qu'il pose. Il fait donc d'autres personnes, Atangandi pour l'instance-ci, prendre la conséquence juridique de l'acte qu'il a posé en prenant le téléphone pour parler. Comme quoi, derrière Biya, qui est bien sûr protégé déjà par l'article 53, pourra toujours dire qu'il n'a donné aucune instruction et que Atangandi agissait de son propre chef. Mais Atangandi l'a dit clairement, c'est une réunion qui se tient sous haute instruction du chef de l'État, comme il dit, de Biya lui-même. Et il faut déjà souligner ça. Il faut vraiment déjà souligner ça. Mais aussi, la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que ceux qui sont réunis là, ce sont les préfets et sous-préfets du centre. Le centre qui, n'est-ce pas, dans le cœur, c'est Yaoundé. Autrement dit, il ne parle pas à ceux du nord, de l'ouest, de l'extrême nord, etc. Il parle à ceux du centre. Et donc, il parle justement à ceux du cœur de la capitale. Il parle à Yaoundé.
C'est en fait ça. Il parle spécifiquement à Yaoundé. Ce sont les deux choses qu'il faut souligner. Continuons d'écouter. Les dernières informations que j'ai reçues ce matin avant cette réunion indiquent que la situation est globalement calme et sous contrôle dans la région du centre. Et les populations vaquent normalement à les occupations et la cohabitation entre les différentes composantes sociologiques du Cameroun est satisfaisante. Toutefois, comme nous le savons tous, Yaoundé est la capitale du Cameroun et abrite le siège des institutions de l'État. C'est pour cette raison qu'aucun désordre de quelque nature que ce soit ne saurait être toléré et ne doit sur aucun prétexte prospérer dans la ville de Yaoundé. Vous voyez donc Yaoundé déjà est situé de manière militaire. Yaoundé est situé comme étant le centre d'une bataille. Donc ce n'est pas seulement le fait que le fait que Yaoundé soit le lieu de la réunion, le fait que le centre soit l'espace de la réunion, mais surtout que Yaoundé est présenté comme étant le centre d'une bataille, parce que dès le départ, déjà, il dit que le calme règne. Il faut déjà préciser que ces réunions-là ont lieu après l'insurrection qui a eu lieu dans la prison de Koningui. Donc, c'était une réunion pratiquement d'urgence, mais aussi c'était une réunion stratégique, tactique. Donc, ce dont il parle là, c'est une analyse tactique, la situation géopolitique de Yaoundé dans la bataille, c'est-à-dire dans la géo-organisation de la bataille dont Yaoundé est le centre. Les récents événements à la prison centrale de Koningui nous interpellent tous. En conséquence, le chef de l'État m'a instruit de vous répercuter ces très hautes directives qui consistent notamment à 1. Relever le niveau de vigilance. 2. Renforcer la recherche du renseignement prévisionnel. Voilà, arrêtons ici. Je crois d'ailleurs même qu'on peut s'arrêter ici, mais nous allons ouvrir sur le chapitre de Waterloo. Il y a deux choses. La deuxième est la plus importante, n'est-ce pas? C'est le renseignement prévisionnel. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il a investi tout ce qui concerne Yaoundé dans le renseignement. Et ce renseignement, c'est un renseignement prévisionnel. Et c'est essentiel, c'est-à-dire un renseignement qui fait que on puisse prévoir des problèmes et pouvoir donc anticiper sur ceci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle les espions, ce qu'on appelle les espions, comme on les appelait, mais surtout ce qu'on appelle l'architecture qui a saisi les quartiers. Et nous allons en parler. Dans le second thème, n'est-ce pas? Donc, il veut le renseignement prévisionnel. Et lorsque vous allez voir les titres de mutation, par exemple, même d'un journal anglophone qui en parle, les grands titres découvrent soudain ce thème-là comme c'est un thème extraordinaire, renseignement prévisionnel. Mais il faut toujours savoir que devant le renseignement prévisionnel, il y a ce que l'écrivain, contre le renseignement prévisionnel, il y a ce que l'écrivain que je suis appelle l'écriture préemptive. C'est-à-dire que nous avons donc deux visions de la bataille là qui se rencontrent. Nous avons une vision d'écriture préemptive qui va défaire le renseignement prévisionnel parce que c'est une écriture qui est fondée justement dans la bataille et puis dans la bataille préemptive elle aussi. Donc allons-y avec renseignement prévisionnel parce qu'Atangandi croit qu'il est intelligent. Il croit qu'il est le seul qui peut maîtriser l'architecture d'une ville. Il croit qu'il est le seul qui peut en fait travailler sur une ville du point de vue militaire, d'une ville comme Yaoundé que je connais par cœur. Continuons de l'écouter. Je recommande de se faire l'utilisation de tous les canaux légaux en vue d'obtenir les renseignements stratégiques. Voilà, ça veut donc dire l'utilisation de la torture. Vous voyez bien que il y a, n'est-ce pas, il légalise la torture là. Bien sûr, l'Amérique ne va pas le contredire parce que l'Amérique elle déjà a légalisé la torture. Et il légalise à partir de la torture jusque, n'est-ce pas, l'incarcération arbitraire, les incarcérations administratives qui sont repoussées 1000 fois, 100 fois le maintien des gens en prison pour des raisons farfelues du point de vue de la loi qu'il interprète. Allons-y. Devant permettre de neutraliser en temps réel tout complot contre les institutions républicaines. Les autorités administratives et les responsables de forces de maintien de l'ordre doivent activer tous les réseaux de renseignement à même de permettre aux plus hautes autorités de la République d'agir rapidement. Voilà. Vous voyez donc il est là en termes de guerre. Il a toujours été en termes de guerre. Il a toujours lu Yaoundé en termes de guerre. Mais il n'est pas le seul à le faire. Il faut toujours le savoir. Je lis Yaoundé toujours en termes de guerre. Allons-y.
Aucune activité insurrectionnelle ne doit prospérer ni à Yaoundé, ni ailleurs dans la République. Le respect des institutions républicaines et celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya, est un impératif catégorique. Voilà, vous voyez donc, le respect des institutions, mais surtout le respect de Biya lui-même, comme quoi il s'installe comme étant la personne que Yaoundé doit respecter. N'oubliez pas qu'il est allogène à Yaoundé, n'oubliez jamais. À Yaoundé, il est aussi allogène que les Bamileke, que les nordistes, parce qu'il est boulot. Il n'est pas Iwondo, il est boulot. C'est une volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a abouti à l'abrogation des lois d'exception en 1990 et la promulgation des lois sur les libertés publiques. Je dis bien que c'est une volonté personnelle du chef de l'État. Il insiste là-dessus. Une volonté personnelle, c'est-à-dire que c'est la personnalisation de la volonté par téléphone. Il n'y a aucun décret qui spécifie ça. C'est par téléphone. La volonté, là, c'est pas un décret, c'est le téléphone. Dans un pays libre, démocratique et ouvert. Les Camerounais, dans vos différentes unités de commandement, doivent faire bon usage de la démocratie et de ses libertés. Dans cette veine, les autorités administratives doivent accompagner et encadrer les partis politiques en s'assurant qu'elles mènent leurs activités dans le strict respect des lois et des règlements de la République. Sur un autre plan, les autorités administratives doivent, mieux que par le passé, accompagner les citoyens dans leurs différentes activités en s'assurant que chacun trouve la juste récompense de ses efforts. Bon, vous voyez ici ce blablabla, bla, n'est-ce pas? Comme quoi, Biya est le papa qui accompagne les gens dans la démocratie, un tyran qui accompagne. Allons-y. Faudrait-il le rappeler, le bien-être des Camerounais est un souci constant et permanent du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Par ailleurs, vous devez prêter une attention particulière au secteur des transports, surtout le phénomène des agressions dans les taxis. C'est devenu récurrent. La même vigilance devra être accordée au secteur des mototaxis, où se recrutent parfois des bandits de grand chemin. Certains conducteurs de mototaxis n'hésitent pas à dépouiller leurs clients ou à arracher les sacs des femmes au passage. Il faut déjà préciser que son existence des mototaxis est essentielle, elle est tactique. N'oubliez pas que dans le nord-ouest, le sud-ouest, ce sont les mototaxis qui sont ceux qui sont les porte-bagages des Zamba Boys. Donc, son insistance sur mototaxis est vraiment tactique, c'est-à-dire qu'il a peur de l'insurrection parce que ce sont les mototaxis qui sont ceux qui l'accusent toujours et d'ailleurs qu'il a tué plusieurs fois d'être les porteurs de l'insurrection. Au regard de ces dérives récurrentes, je demande aux autorités administratives et aux responsables de forces de maintien de l'ordre de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui tentent de perturber la quiétude de nos populations. S'agissant des activités de la police municipale, j'engage les autorités à veiller à leur encadrement scrupuleux. N'oubliez pas que la police municipale, c'est une milice. C'est une milice à Yaoundé là qui a déjà été interdite une fois, qui a été interdite dans le moment d'une grève, n'est-ce pas, des usagers, des sauveteurs surtout. Et surtout, durant les années 90, ceux qui étaient au centre de l'insurrection et donc de la surveillance, c'était les sauveteurs, maintenant sont les mototaxis. Et donc, les sauveteurs sont surveillés par la police municipale. Les mototaxis ne le sont pas. Donc, vous voyez donc que s'il y a une infrastructure militaire, en fait policière, n'est-ce pas, des renseignements, etc., qui s'est investi sur les sauveteurs, c'est la police municipale. Les mototaxis, eux, ils sont encore libres. Ils sont encore, comme on dit, à leur propre liberté. Ils sont encore capables de porter l'insurrection. Et donc, c'est pourquoi ces deux éléments-là, ces deux démographies-là sont mises sur la table. C'est une analyse militaire. En tout état de cause, les agents de la police municipale dans la ville de Yaoundé devront toujours agir avec souplesse et responsabilité. La police municipale doit entretenir le dialogue avec les citoyens et éviter les scènes de brutalité qui peuvent dégénérer en affrontement. Voilà. Il y en a déjà eu une, n'est-ce pas, Yaoundé? Ça lui fait peur. L'affrontement entre les sauveteurs et la police municipale, parce que voilà les forces qui se clashent, surtout à Yaoundé.
N'oubliez pas que la police municipale n'a pas de problème, par exemple, à Bafoussam, je ne sais pas si elle est là-bas, elle n'a pas de Padoua, je ne sais pas si elle est là-bas, c'est surtout à Yaoundé qu'il y a cette bagarre-là. C'est-à-dire que ce front-là qui se construit entre les forces, la répression qui sont la milice de la police municipale, qui est surtout faite des gens, n'est-ce pas, qui parlent entre eux en patois, et évidemment des populations, des sauveteurs qui sont surtout faits, n'est-ce pas, des allogènes. Nous allons revenir sur ces distinctions-là. Vous allez voir comment elles sont significatives. Tout compte fait, il est loisible de constater que le Cameroun est debout. Le Cameroun est un pays de paix, libre, stable et prospère. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été brillamment réélu à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Voilà. C'est de quoi il s'agit, non? C'est que Biya veut consolider sa victoire parce qu'il y a quelqu'un qui la lui dispute. Cette personne s'appelle Maurice Kamto. Le voici, le voilà, qui dit qu'il y a un contentieux électoral, qui dit non au hold-up électoral. Et donc maintenant, il ne s'agit plus, n'est-ce pas, de sécuriser la ville, d'organiser la ville de manière frontale. Il s'agit maintenant de sécurité, de sécuriser la position de Biya qui estime donc qu'il a gagné. Comme quand nous avons maintenant l'élargissement du front de bataille avec d'une part, n'est-ce pas, Maurice Kamto qui est en prison, qui estime qu'il y a un hold-up électoral, et puis d'autre part, Paul Biya qui, sous instruction personnelle, qui, sous directive directe, n'est-ce pas, à Tangandi, qui est son ministre de l'administration territoriale, instruit au gouverneur et au préfet de poser des actes pour sauvegarder son pouvoir. Avec la proclamation des résultats de ces élections par le Conseil constitutionnel, le processus électoral est définitivement terminé. J'aimerais quand même dire qu'ici, je suis d'accord avec Atangandi. Moi, je lui ai dit ça. Je suis d'accord avec lui. Moi, je n'ai jamais cru à l'élection. Moi, je crois en l'insurrection. J'ai toujours cru au chassement. Donc, pour moi, l'élection a vraiment été qu'un déclencheur. Et ce déclencheur marche très bien. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'après l'élection, c'est fini là. Maintenant, c'est l'insurrection qui commence et c'est ce sur quoi nous travaillons. Donc, comme quoi, devant, nous avons Atangandi qui utilise le renseignement prévisionnel. Et puis, nous avons, n'est-ce pas, je suis comme toi avec l'écriture préemptive qui travaille de manière spécifique avec une vision militaire de la chose. Donc, nous sommes d'accord sur ce principe-là que la bataille peut commencer. Je suis en train de dire que avec Atangandi, je lui dis, et s'il est là, il écoute, il n'a qu'à enregistrer et puis se faire enseigner cela. Je lui dis que je suis d'accord avec lui. Le processus électoral est fini. Les élections ont été suspendues. Comme nous savons très bien, les municipales ont été suspendues, les régionales ont été suspendues, les législatives ont été suspendues, le mandat de tout le monde a été prorogé. Donc, il n'y a même plus d'élections au Cameroun, c'est fini. Ce qui se passe là maintenant, c'est la bataille, le corps à corps. Et donc, allons-y. Aucun parti ne devra évoquer comme prétexte le processus électoral du scrutin présidentiel pour mener une quelconque activité. Surtout si celle-ci devra être une activité dangereuse. Les autorités administratives, monsieur le gouverneur, doivent aussi travailler à la réussite du programme des grandes opportunités du chef de l'État. Vous savez que le septennat en cours est un septennat de grandes opportunités. Donc, vous avez entendu ça un jour, grandes opportunités. La première fois que j'ai lu ça, c'était lors du meeting de Bafoussam. Dans la déclaration de Mbombo Diawara. Maintenant, soudain, voilà, c'est devenu, et il dit qu'il parle de campagne qui est finie. Voilà, qui commence la campagne qu'il aurait dû mentionner avant parce que quelqu'un a gagné l'élection avec comme projet politique les grandes opportunités, mais personne n'a jamais entendu parler de ça. Cependant, après avoir interdit, avoir dit que le processus électoral est clos, soudain, il mentionne, n'est-ce pas, ce qui est supposé le programme politique que Biya veut défendre maintenant. Vous devez encadrer les projets de développement afin que ceux-ci soient réalisés, surtout soient bien exécutés. C'est-à-dire maintenant les préfets et sous-préfets comme étant les suppôts du projet politique d'un parti politique dont le projet politique c'est les grandes, etc., etc. Ah, vous voyez là, c'est tout de même clair. Je vous disais tantôt que le Cameroun est un pays de paix. Mais vous devez savoir que l'ennemi ne dort jamais. Alors que le mot est lâché, il s'est utilisé 2 fois. Nous n'allons pas écouter sans doute tout ce discours, mais ce qui est important ici, c'est le mot ennemi. Ennemi, vous voyez. Et il faut le souligner. Il faut le souligner, le mot ennemi. Dans une république, il y a des citoyens, il y a des frères, il y a des amis, n'est-ce pas? Il y a en fait une famille, il y a une communauté, hein? Il y a des citoyens. Et ici, soudain, il y a des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis internes.
C'est-à-dire que pour Paul Biya, qui donne les instructions, et puis pour Atangandi, n'est-ce pas, il y a certains Camerounais qui sont des ennemis. Et c'est ça qu'il faut souligner. Donc, lorsqu'on divise l'espace politique en amis et ennemis, là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Il n'y a plus rien d'autre qui entre en jeu que la guerre. Donc, ce qui entre en jeu, c'est la logique de guerre, c'est la loi de guerre. Et n'oubliez pas, le discours là qu'il tient, il le tient à Yaoundé. Il ne le tient pas à Boya ou à Bamenda. Il le tient à Yaoundé. À Yaoundé, qui est un espace où il n'y a pas encore la guerre. Donc, il parle en prévision de l'ennemi qu'il voit arriver. Il parle déjà pour fermer la porte à cet ennemi. Et ce qui est censé, c'est qu'avant de dire ennemi là, il a mentionné, sans le nommer, le MRC, n'est-ce pas? Dans le champ de bataille de résistance, évidemment, c'est le contentieux électoral. Il a dit que cela n'aura pas lieu, comme quoi l'ennemi est déjà désigné. Et donc, ce qui est fondamental ici, c'est que il considère dans le MRC comme étant une cinquième colonne des ambazoniens. Il considère le MRC comme étant un porte-bagage des ambazoniens dans la zone francophone. Le mot pour ça, c'est cinquième colonne, n'est-ce pas, des ambazoniens. Donc, il voit le MRC, il voit Maurice Kamto comme étant un général dans une bataille générale, dans une grande bataille dont l'arrière est assuré par les ambazoniens. Pour cette raison que le chef d'État nous a prescrit la vigilance de tous les instants. Il faut que le Cameroun demeure un pays de paix, un pays stable. Le Cameroun doit être le Waterloo des fauteurs de troubles, des prophètes. Voilà, je m'arrête ici. Le Cameroun doit être le Waterloo. Il a déjà dit au début, ce discours-ci doit entrer dans les archives parce que, à cause de ce mot, Waterloo, parce que ce mot inscrit ici déjà dans la continuité discursive, où il a parlé de l'ennemi, il parle de Waterloo, qui est le lieu même où les Français et les Anglais se sont annihilés, c'est-à-dire comme quoi où l'Angleterre a écrasé la France et a installé sa domination en Europe. Napoléon ayant été vaincu. Et le Cameroun qui est dans un combat entre les francophones et les anglophones, avec Waterloo, c'est clair. Avec cette vision militaire qu'il a définie, là, c'est clair encore. Et puis maintenant, avec cette vision-là que Yaoundé doit être le Waterloo des forces anglophones, pour voir derrière ça, il faut toujours se rappeler que le pouvoir que nous avons ici fonctionne par projection. C'est-à-dire qu'il transforme la réalité. Le vrai devient le faux, n'est-ce pas? L'ami devient l'ennemi, le frère devient l'ennemi, etc. Et ici, dans Waterloo, est retourné, ça, on appelle ça un chiasme, est retourné dans une formule qui fait finalement que ce sont les anglophones qui vont vivre leur défaite à Waterloo, alors que l'histoire nous a démontré que ce sont les francophones qui ont vécu leur défaite à Waterloo, n'est-ce pas? On aurait bien pu dire qu'il exprime là une peur, c'est-à-dire qu'il est en train de pisser dans son caleçon. On aurait bien pu dire ça comme ça. Mais ce qu'il présente là, c'est une vision guerrière de la relation entre francophones et anglophones. C'est nouveau ça. Rappelez-vous, dans le passé avec Foncha, nous avions une vision du bilinguisme. Vous aviez une vision du bilinguisme, n'est-ce pas? Avec les Foncha, avec Fonlong, nous avions une vision du bilinguisme. Non, avec Foncha, c'est la fédération. Avec Fonlong, nous avions une vision du bilinguisme. Et maintenant, nous avons une vision du Waterloo. Je suis en train de prendre 3 anglophones là pour montrer l'évolution du conflit, l'évolution discursive du conflit. Avec Foncha, nous avons, n'est-ce pas, l'entrée dans une fédération jusqu'à 1961. Avec Fonlong, qui doit définir la position des anglophones dans un Cameroun qui a décidé d'être uni, n'est-ce pas, c'est-à-dire de défaire la fédération. Avec Fonlong, nous avons la vision du bilinguisme, comme quoi chaque Camerounais doit apprendre l'anglais lorsqu'il est francophone ou bien le français lorsqu'il est anglophone. C'est un peu ça, Fonlong. Et maintenant, avec Atangandi, qui est l'anglophone quand même le plus puissant maintenant, parce que le Premier ministre n'a aucune puissance. Avec Atangandi, nous avons Waterloo. Il y a une évolution discursive en 3 temps. Et donc, n'oubliez jamais, c'est une évolution discursive en 3 temps qui nous situe là, dans un champ de bataille. Donc, ce n'est pas Bamenda. Donc, ce n'est pas Boya qui est l'épicentre. Donc, c'est Yaoundé qui est l'épicentre. Comme quoi, il dit clairement. Parce que le MRC est vu dans cette constellation-là comme étant la 5e colonne des anglophones, des ambazoniens. Il dit donc clairement que les anglophones ne doivent pas entrer à Yaoundé. Je répète, Atangandi dit que les anglophones ne doivent pas entrer à Yaoundé. C'est ce qu'il dit. Les anglophones étant situés là dans un conflit guerrier entre francophones et puis anglophones. Donc, de ce point de vue, nous avons une vision d'un antagonisme qui est
si guerrier qu'il est exclusif parce que l'un est l'ennemi de l'autre. Vous comprenez donc? L'un est l'ennemi de l'autre. Le français est l'ennemi de l'anglais, comme à Waterloo. Le francophone est l'ennemi de l'anglophone. Et donc, les deux s'écrasent. L'un va défaire l'autre. Et la vision de Biya qu'il a exprimée par instruction personnelle à Tangandji, c'est que lui, francophone, doit défaire les anglophones, doit faire tout pour que les anglophones n'entrent pas à Yaoundé. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut voir. Et des détracteurs de tout à Kaby, qui veulent mettre en péril les acquis de la nation bâtis sur la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ces acquis sont pour l'essentiel la paix, l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. Dans cette perspective, je vous prescris une vigilance de tous les instants afin de ne laisser aucun espace aux prophètes de malheur et aux fauteurs de troubles. Le Cameroun est un état de droit et force restera à la loi. Les fonctionnaires de la police doivent toujours faire remonter en temps réel les renseignements auprès du délégué général à la sécurité nationale. Bon, vous avez compris donc que toute cette architecture est fondée sur les espions, sur les renseignements, sur ce qu'ils appellent les renseignements prévisionnels. Ces renseignements prévisionnels-là, c'est bien sûr ce qui est verbalisé, c'est-à-dire le narratif de ce qui se passe, c'est-à-dire dire hier matin ou bien tout à l'heure, là, j'ai vu quelqu'un qui est bizarre, qui a traversé la route de ce côté-ci et puis j'appelle la police bien sûr a un numéro, ou bien on peut passer par les candidats qui sont derrière là pour les indiquer, quoi, pour dire que tel a fait ceci, tel a fait ça, et puis on l'arrête. Là, c'est une des choses. L'autre chose, cependant, c'est l'architecture même de Yaoundé, avec ces quartiers qui sont organisés avec des services de sécurité, avec des groupes de sécurité, n'est-ce pas, avec des groupes d'autodéfense. C'est sur quoi Tangandji compte. C'est sur quoi Tangandji compte. Et ces groupes d'autodéfense-là sont mis pas sous l'autorité des préfets, des sous-préfets, mais sous l'autorité des chefs de quartier, sous l'autorité des chefs de ce qui étaient les villages, des chefs de quartier, en fait. Donc, ces groupes de sécurité sont dirigés par, je répète, ils ne sont pas dirigés par les préfets, les sous-préfets. Ils sont dirigés par les chefs de quartier. N'oubliez pas ça. Ils sont dirigés par les chefs de quartier. Ce qui fait que maintenant, on passe sur le thème numéro 2, qui est une directive, justement, du sous-préfet de Yaoundé 2. Du sous-préfet de Yaoundé 2 qui dit ceci dans son texte. Honneur, vous demandez stop. Bien vouloir procéder identification personnes déplacées régions nord-ouest et sud-ouest et résidant dans vos quartiers respectifs et m'en rendre compte. Stop. Vous voudrez bien aussi identifier et localiser famille d'accueil au plus tard le vendredi 26 juillet. Nous sommes le 28, donc le délai c'était il y a 2 jours, c'est-à-dire 2 jours après le discours d'Atangandji. Stop urgence et importance hautement signalée. Stop et fin. Voilà le texte. Il demande d'identifier les anglophones qui viennent d'arriver, mais surtout aussi d'identifier les familles dans lesquelles ces anglophones-là se sont installés. C'est le sous-préfet qui demande de faire ça. À qui est-ce qu'il demande de le faire? C'est ça la question. Imaginez à qui est-ce qu'il demande de le faire. Il demande de le faire aux tous les chefs traditionnels arrondissement de Yaoundé 2. Voilà l'architecture. Il demande de le faire à tous les chefs traditionnels arrondissement Yaoundé 2, chefs traditionnels, comme je disais, qui ont sous leur autorité, d'une part, les services de renseignement, c'est-à-dire, en fait, les groupes d'autodéfense, mais aussi les groupes de sécurité. Les groupes de sécurité, c'est quoi? Dans les quartiers de Yaoundé, la sécurité étant une question, elle a été donnée à des groupes de jeunes qui n'ont rien à faire, dont les résidents payent parfois 1500 francs par mois, chacun, afin que la sécurité soit assurée par ces groupes-là. Ce sont des jeunes de 18 ans, 20 ans, parfois 30 ans, etc., qui font ce genre de travail. Donc, leur travail, c'est d'assurer la sécurité des gens. Ils ne sont pas sous l'autorité du préfet ou du sous-préfet, mais sous l'autorité du chef de quartier. Et donc, vous voyez, ça dit deux, les groupes d'autodéfense, c'est-à-dire les groupes qui sont faits d'autochtones surtout, et puis les groupes de sécurité, parfois sont la même chose, les deux sont la même chose. Et donc, ils sont sous l'autorité du chef de quartier. Et donc, le sous-préfet ici s'adresse au chef de village, au chef traditionnel, c'est-à-dire au chef de quartier, parce qu'évidemment, à Yaoundé, il n'y a plus de chefs traditionnels. C'est-à-dire, ils sont devenus chefs de quartier, même si dans leur hiérarchie, ils sont des chefs traditionnels. Vous voyez donc ici, nous retrouvons une architecture du renseignement qui est assise. Ce n'est plus ce qu'on appelait des espions.
c'est-à-dire des gens qui sont un peu libres là, des électrons libres qui se promènent dans les quartiers, puis qui donnent des renseignements. Parfois, ce sont des garagistes, parfois, c'est une vendeuse de beignets, parfois, c'est des choses comme ça. Non. Ici, maintenant, nous avons deux choses. Nous avons d'une part ces électrons libres, et puis d'autre part, nous avons une architecture même, les groupes d'autodéfense, etc., mais aussi d'autre part, les groupes de sécurité qui s'occupent, n'est-ce pas, c'est-à-dire de donner des renseignements à la police. Voilà. Maintenant, ce qui est essentiel ici, c'est que lorsqu'il s'adresse au chef de quartier, c'est-à-dire au chef traditionnel, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adresse spécifiquement aux autochtones. Parce que à Yaoundé, les chefs traditionnels sont organismes héréditaires. Ils sont les autochtones de la ville. Et puis, il y a quelques-uns, les chefs de sous-quartier, etc., qui sont élus. Donc là, ce sont des allogènes. Là, la distinction devient déjà pragmatique. C'est-à-dire, on voit déjà comment est-ce qu'elle se divise. N'est-ce pas? Les chefs qui sont héréditaires, ils sont, n'est-ce pas, autochtones. Et ceux qui sont élus sont les allogènes. Mais les chefs autochtones sont au-dessus des chefs qui sont élus. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Comme quoi, vous voyez qu'à Tangandi, lorsqu'il parle là, il ne s'adresse pas seulement aux chefs traditionnels, il s'adresse spécifiquement aux autochtones de la ville. Il s'adresse spécifiquement venant des instructions, hautes instructions du chef de l'État, comme il dit, instructions téléphoniques, de Biya lui-même, il s'adresse directement au cœur de la ville, au centre du renseignement qui est constitué de deux choses. D'une part, l'architecture du renseignement et puis d'autre part, les élections libres qui sont les espions. Vous voyez donc, nous avons ici une architecture sur laquelle il faut vraiment réfléchir parce que vous vous rendez compte que on entre déjà dans le domaine tribal. Et là, c'est là où la tribu se manifeste parce que Biya, au-dessus là, utilise à Tangandi, qui est anglophone, utilise les préfets, puis, bon, sous-préfet par exemple, celui-ci, je ne crois même pas qu'il soit du centre ou du sud, il est d'ailleurs nordiste, utilise tout cela pour s'adresser spécifiquement aux autochtones de Yaoundé. Vous voyez, donc c'est un message qui traverse un canal qui est neutre pour s'adresser spécifiquement aux autochtones. Formulé autrement, Biya ne s'adresse pas à la gendarmerie, il ne s'adresse pas à la police, n'est-ce pas? Il ne s'adresse pas aux militaires. Trois instances sur lesquelles il a l'autorité directe, étant donné que le chef suprême des forces armées. C'est-à-dire qu'il aurait bien pu s'adresser à eux directement. Atangandi est le responsable du Conseil de sécurité. Donc, il aurait bien pu s'adresser à eux directement aussi. Même s'il est ministre de l'administration territoriale, il aurait pu s'adresser directement au Conseil de sécurité, donc aux militaires, aux gendarmes, aux policiers. Il ne le fait pas. Il s'adresse cependant indirectement à travers les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, aux autochtones de Yaoundé pour les embrigader dans un service de renseignement qui a deux têtes. La première tête, bien sûr, c'est les free floating, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les élections libres, les espions, les indiques, et puis d'autre part, les autodéfenses, etc., et le service de la sécurité des quartiers. Et là, ce sont les autochtones. Ce sont les autochtones. C'est eux qui obligent les gens à fermer leur boutique, à aller marcher, etc. C'est eux, n'est-ce pas? Voilà. C'est à eux qu'ils s'adressent. Ils sont des civils, parfois ils ont le fusil. Donc, c'est à eux qu'ils s'adressent. Vous voyez donc que si on vous dit un jour que la bataille au Cameroun, c'est une bataille qui est simple. Non. Il faut une analyse très sérieuse de la ville. Et je pense que les gens n'ont pas encore fait une analyse sérieuse de la ville. Il faut une analyse très sérieuse de la ville qui permet de voir que Biaki et Boulou utilise son pouvoir pour court-circuiter l'administration et mettre en branle dans le noyau, en fait, c'est-à-dire le substrat tribal de la ville pour réveiller celui-ci et le mettre en branle parce que, comme j'ai dit ici, il s'agit de bataille. Atangandi, lorsqu'il fait ce discours-là, il sait lui-même que c'est un discours de guerre. Il a parlé de Waterloo. Waterloo, c'est une bataille, c'est un champ de bataille. Il a parlé de l'ennemi et il a clairement dit que, n'est-ce pas, l'ennemi n'a pas le droit d'entrer à Yaoundé, mais il faut barrer la route à l'ennemi. Et dans la suite de son discours, il le fera d'ailleurs plusieurs fois, tant que Yaoundé vit le Cameroun, respire, etc., des phrases comme ça. Donc, il comprend cette bataille-là comme étant une bataille rangée, mais rangée dans le substrat tribal de la ville. Il n'a pas dit que ceux qui vont venir là, ils vont rencontrer devant eux les forces de l'ordre. Il n'a pas dit qu'ils vont rencontrer devant eux les militaires. Il n'a pas dit qu'ils vont rencontrer devant eux, je ne sais trop qui. Il a dit spécifiquement que ceux qui vont rencontrer devant eux, c'est les services du renseignement prévisionnel qu'il a défini comme étant tribal.
C'est-à-dire qu'il a réveillé le substrat tribal qui existe dans Yaoundé pour le mettre en branle contre les anglophones, qui sont clairement allogènes à Yaoundé. Clairement allogènes à Yaoundé. On ne peut pas avoir plus allogène à Yaoundé que les anglophones. Clairement. Ils sont venus à Yaoundé au plus tôt en 1961. Donc, ce sont les plus allogènes qui existent à Yaoundé, sont les anglophones. Ce sont même les étrangers à Yaoundé. Il y a beaucoup, les nordistes sont venus à Yaoundé en 1920 comme ça, sinon en 1915. Non, en fait, ils sont venus en 1911, spécifiquement. Mais les anglophones sont venus au plus tôt en 1961. Là, ils sont entièrement allogènes. Et ils montrent encore ce substrat tribal, ils le montrent contre un autre groupe qu'ils considèrent comme étant la 5e colonne des anglophones, les Bamileke. Vous voyez donc, avec un discours comme ça, Waterloo devient pas seulement la signification d'une bataille entre anglophones et francophones, ça devient l'inscription de quelque chose qui réveille le substrat le plus francophone, mais aussi le plus tribal de Yaoundé. Le plus francophone du Cameroun, mais aussi le plus tribal de Yaoundé, qui sont les autochtones contre les allogènes. Le discours d'Atangandidon, on peut le dire pour utiliser le langage général dans les politiques, on peut dire que c'est un discours fasciste. On peut dire que c'est un discours belliqueux. Mais moi, je dis que c'est un discours très dangereux et qui doit entrer dans les actes. Je dis que c'est un discours génocidaire qui doit entrer dans les actes. Je dis que c'est une réunion, n'est-ce pas, génocidaire, qui doit entrer dans les actes, qui doit être sauvegardé, en même temps que ce décret du sous-préfet que j'ai lu, qui doit être sauvegardé, afin que le moment venu, il puisse être utilisé comme pièce d'accusation. Parce qu'en ce moment-là, on saura, d'une part, que les ordres sont venus directement et personnellement de Biya, ordres qui n'étaient jamais écrits, qui sont venus directement et personnellement de Biya et qui se sont appliqués pas à la machine administrative à laquelle il s'adresse à travers Tangandi, mais plutôt à ce qu'il appelle renseignements prévisionnels, mais qui en fait sont le substrat tribal de Yaoundé, qui les réveille pour les retourner contre les allogènes, qui ici spécifiquement sont les anglophones d'une part, et puis d'autre part, les Bamileke. Voilà donc grosso modo l'analyse de ces deux textes-là que moi je voulais faire aujourd'hui, et qui j'estime devrait entrer dans l'analyse de chacun d'entre nous, qui devrait entrer même dans la vision de chacun d'entre nous pour comprendre que le pouvoir que nous avons en face de nous là, c'est un pouvoir pas seulement fasciste, mais c'est un pouvoir génocidaire. Donc, lorsque je dis génocide, je ne parle pas de manière générale. Je parle d'une architecture génocidaire qui est installée à Yaoundé, qui peut être réveillée par des discours pas belliqueux, mais par des discours qui sont des appels indirects, cachés, n'est-ce pas, et qui sont voilés, mais qui mettent en branle une architecture génocidaire. C'est ce que je voulais dire. Et donc, je pense que chacun d'entre nous devrait avoir la conscience, lorsqu'il écoute un discours comme celui-ci, de la structure même de Yaoundé, pour pouvoir dire que ce qui est mis en branle là, c'est le génocide. Maintenant, pourquoi est-ce que je le dis? Je n'ai pas dit que le sous-préfet qui a signé ce message porté ici, c'est le sous-préfet de Yaoundé 2. Je l'ai dit, mais Yaoundé 2, Tinga. Tinga. Moi, je suis un enfant de Yaoundé 2, Tinga. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai grandi. C'est là que je suis chez moi. C'est une ville, c'est un espace que je connais par cœur. Je connais toutes les pistes de Yaoundé 2, Tinga. Je parle ma langue là-bas chez moi. C'est l'espace que je peux appeler vraiment. Lorsque je dis le Cameroun est chez moi, c'est là que c'est chez moi. C'est là où mon placenta a été enterré. Donc c'est vraiment un espace que j'appelle la maison. Vous voyez. Je n'ai jamais rien fait là-bas. C'est-à-dire que j'ai construit une école à Madagascar, comme vous savez. L'école que j'ai construite, je l'ai plutôt fait dans un espace qui n'est pas chez moi. Mais Yaoundé de Tinga, c'est où moi j'ai grandi. C'est là où se trouve un Komkana. Là, c'est l'espace le plus allogène de Yaoundé. C'est l'espace le plus Bamileke de Yaoundé. C'est là où se trouvent les quartiers Bamileke. C'est là. Comme Canaan. On peut continuer Madagascar. Banganté même alors. Bazou. On peut continuer, n'est-ce pas? On va ouvrir ce Mokolo. On va prendre Tinga Lobby. Et on va déboucher sur la briqueterie. On va continuer, n'est-ce pas?
avec et de l'autre côté là, il y a le palais des congrès, hein, et etc., etc. Le 8e arrondissement, voilà ça. C'est ça Yaoundé. C'est ça Yaoundé 2. C'est Yaoundé Tinga. Mais ce qui réveille là, c'est pas la population qui est absolument halogène. Il réveille le substrat tribal. Il réveille les autochtones. Il réveille les groupes de sécurité autochtones. Il réveille, n'est-ce pas, ce qui est déjà mort, le résidu du passé. Il réveille ceux qui peuvent répondre à BIA directement. Et dans des quartiers comme Madagascar, où j'ai quand même travaillé pendant 2 mois, il y a 2 ans là, 2 mois, j'ai quand même construit une école là-bas. Pour construire une école avec toute la communauté, il faut connaître tout le monde. Donc, je connais tout le monde là-bas, je connais le chef du service de sécurité, je connais le chef du quartier, je les connais tous. Je peux en parler systématiquement parce qu'ils peuvent se mettre devant. Là, j'arrive là-bas, on me salue, tout le monde me salue. À Madagascar. En Konkana, c'est là que j'ai grandi. Vous voyez, donc c'est un coin que je connais par cœur. Ce qu'Atangandi fait là, c'est le diable. Ce qu'Atangandi fait là, c'est le diable. C'est le diable. Ce qu'il fait là, is evil. C'est le diable. J'ai dit, c'est le diable. Comme on dit en allemand, Teufel. C'est diabolique. Il faut avoir dans son cœur, dans son ventre, le diable pour tenir un discours comme ça. C'est-à-dire que ce que Bia fait là, et lorsque je vais revenir sur Facebook, je vais refaire une autre émission là-dessus parce que celle-ci a été un peu complexe. La technique n'a pas très bien marché. Ce que Bia fait là, et qui a une répercussion sur l'espace où je suis né là, c'est diabolique. Il faut vraiment n'avoir plus d'âme pour faire ça. Il faut n'avoir plus, je n'ai pas dit conscience, j'ai dit âme. Il n'a plus rien, quoi. Il n'a plus rien. C'est fini, là. C'est-à-dire que dans son cœur, dans son ventre, c'est le feu. Il n'y a plus rien. Parce qu'il y a, Tinga, là, je connais. Je suis né là-bas. J'ai joué dans les rivières. Je me suis lavé dans les rivières. Je me suis baladé. J'ai grandi là-bas. Et même, ce qui est intéressant, Onan Guinée a grandi là-bas. Notre école, l'école de Tinga, c'est à côté, là. C'est à côté, on est là-bas ensemble. Il était une classe avant moi. C'est une école que je connais par cœur. Mon propre professeur de français est devenu directrice de l'école, là. Et comme j'ai d'ailleurs lu, Eno Meyomese a écrit que sa propre maman était directrice de l'école, là. Donc c'est une école qui est au cœur, qui est au centre d'un quartier absolument halogène. Le camp Sikh est à côté, là. Le camp Sikh. Vous connaissez le camp Sikh, là? Est là. Les gens qui viennent louer, là. Absolument halogène. Les petits chantiers qui sont là. Il y a la mosquée, la grande mosquée qui est là. Les Haoussa, là, ils sont partout, là. Un quartier absolument halogène. En bas, c'est le quartier Bamileke, c'est où je suis né, j'ai grandi. Il y a l'église catholique, là. C'est comme ça. C'est ça, Tinga. C'est ça, Tinga 2. Tinga 2, c'est le coin le plus halogène qui existe à Yaoundé, à part la briqueterie. À part peut-être un Vogada. Et Biémassi. Là, ce sont des quartiers nouveaux. Donc, Tinga 2, là, peut faire la compétition seulement avec un Vogada. Parce que ce sont des vieux quartiers. À Tangandi, il donne un ordre pour réveiller les autochtones. Bia donne l'ordre de réveiller les autochtones dans cette double tête. D'une part, la tête qui est les indiques, les espions. D'autre part, la tête qui est l'autodéfense pour les retourner contre les halogènes. Ça, c'est diabolique. Oh, à Tangandi. Il n'a pas fait ça à Boya. Il n'a pas fait ça à Bamenda, où littéralement il y a la guerre. Il n'a pas fait ça à Santa Payine qui est chez lui. Il n'a pas fait ça à Kumba ou à Kumbo, chez les anglophones. Il vient faire ça à Yaoundé. Il parle au sous-préfet, mais il demande au sous-préfet d'investir leur énergie à réveiller
les chefs de village. Les chefs de village. Atangandi, le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Moi, j'ai travaillé avec les chefs de village de Yaoundé, dans tous les quartiers. Atangandi ne peut pas me battre sur ce terrain. Je lui ai toujours dit. J'ai toujours dit à Atangandi, j'ai grandi dans l'administration territoriale, il vient d'arriver là-bas. J'ai grandi dedans. J'ai 49 ans, j'ai grandi dedans. Grandi. Je connais tous les bureaux parce que ça va déménager. Je connais tous les bureaux. J'arrive là-bas même maintenant, je me perds pas parce que je connais tout. Atangandi, je connais même ton bureau. Où tu pisses, tu fais caca là, je connais. Tu ne peux pas me tromper. Le discours-ci, ce n'est pas un discours fasciste. Ce n'est pas un discours guerrier. C'est un discours diabolique. Diabolique parce qu'il est fondamentalement génocidaire. Le blanc ne va pas le comprendre. Je l'ai envoyé à un Allemand là. Il a lu, il ne sait même pas la différence entre Betty et Boulou. Il lit ça, il ne sait pas la différence. Il me demande à moi, Boulou c'est quoi, un blanc? Attends, tu veux me tromper. Alors la CPI, je vais te couper les noyaux. Ça, le discours là, c'est un discours diabolique. Parce que c'est pas seulement fasciste. Parce que c'est un discours qui n'est pas seulement guerrier. En plein Yaoundé. C'est un discours qui est diabolique. Parce qu'il réveille le substrat qui est déjà éteint. C'est-à-dire que dans les coins là, comme ça, les autochtones n'ont plus de pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui de la dépendance parce que tous les terrains ont déjà été achetés. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui de la revanche, de la haine. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus l'espace qu'ils ont. Donc, ce qu'Atangandi fait, c'est de réveiller, en fait, des chômeurs. C'est de réveiller des gens qui n'ont rien à faire. C'est de réveiller des gens qui n'ont plus aucune propriété. Contre ceux qui ont les maisons. Contre ceux qui ont acheté le terrain. Contre ceux qui ont grandi là comme moi. Il veut réveiller des gens qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils ont déjà tout vendu. Il veut les lever pour les faire tuer. Ceux qui possèdent les maisons. Atangandi. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Parce qu'il sait qu'un coin comme Tinga 2, là, c'est un coin. J'ai construit une école là-bas. C'est un coin. Chacun vous dira pourquoi est-ce que le MS n'a pas gagné là. Et moi, j'ai posé à tout le monde la question et chacun m'a dit que le MS n'a pas gagné là-bas parce qu'il y avait une fraude extraordinaire. C'est pourquoi le MS n'a pas gagné là-bas. Atangandi donne l'ordre de mettre en branle la machine sociale. Il a déjà mis en branle la machine militaire. Il a déjà mis en branle la machine administrative. Maintenant, il met en branle la machine sociale contre les allogènes. Lesquels allogènes ont en leur tête, comme j'ai dit, imprimé d'abord les anglophones, qui sont allogènes qui sont arrivés à Yaoundé depuis 61. Donc, ils sont vraiment allogènes. Beaucoup sont d'ailleurs arrivés en 90. Donc, ils sont vraiment étrangers à Yaoundé. Et surtout les Bamileke. Surtout les Bamileke. Qui ont voté pour le MRC. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Le blanc serait impatient devant ça. Il ne va pas vouloir comprendre. Mais ce qu'Atangandi tient là comme discours et ses implications dans la note portée du sous-préfet, ses implications sont génocidaires. Donc, si on vous demande un jour le génocide, c'est quoi? C'est ça le génocide. Si on vous demande un jour quelle est son architecture, la voilà. Si on vous demande un jour quel est le discours qu'il a verbalisé, le voilà. Si on vous dit un jour qui a donné un langage plastique au génocide, le voilà. Parce que le génocide qui a lieu au Cameroun, c'est un génocide qui est commis contre les anglophones. Il n'est pas commis contre les nordistes. Il n'est pas commis contre les gens de l'Est. Il est commis spécifiquement contre les gens qui parlent anglais. Lesquels gens qui parlent anglais sont allogènes à Yaoundé. Et voilà ça. Atangandi réveille le substrat des autochtones qui à Yaoundé sont francophones. Qui sont francophones à Yaoundé contre les anglophones. C'est ça là. Ça c'est diabolique. Ça, c'est le diable. Nous allons revenir là-dessus. C'est la première partie d'un propos que je vais encore expliciter. Je vais d'ailleurs répéter ce que j'ai dit là dans une deuxième émission parce que je vais faire plusieurs émissions de afin que chacun comprenne très bien. Le thème, c'est Ongola. Et le sous-thème, c'est Waterloo. Atangandi. La prochaine fois. Allez. Appelle tous les gens pour que vous m'écoutez. C'est tout. Au revoir. Au revoir. Je m'excuse encore pour des intempéries.
Mais nous allons agréger tout le monde ici, et c'est à partir d'ici dorénavant, c'est-à-dire la télévision, que le travail sera fait. Merci beaucoup.